Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast En mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et je suis très heureuse d'animer ce podcast réalisé par la chaire Tex & Care et financé par la région Hauts-de-France. Clean Future. Dans les 6 épisodes de cette saison 2 consacrés aux enjeux environnementaux de l'industrie textile, je m'entretiens avec des professeurs, chercheurs et chercheuses à l'ANSET, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Fashion. Pour ce 6e et dernier épisode de la nouvelle saison du podcast En mode circulaire, je reçois Philippe Vroman, enseignant-chercheur à l'ANSET et membre du laboratoire Gemtex, pour parler de biomimétisme textile. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Philippe, je suis ravie de vous recevoir pour cet épisode afin de parler de biomimétisme textile. Pour commencer, je pense qu'il est essentiel de donner une définition de ce qu'est le biomimétisme. Bonjour Chloé. Donc effectivement, le biomimétisme, en fait, il faut savoir qu'il y a une norme qui existe, ISO 18458, qui a été élaborée en 2015 et qui explicite ce que c'est que la biomimétique, sa terminologie, les concepts et la méthodologie. Donc, si vous voulez vous y référer, ce sera très très pratique. Sinon, littéralement, c'est imiter le vivant, biomimétisme. Donc, l'idée, c'est de prendre la nature comme modèle, notamment pour faire de l'éco-conception au niveau de notre approche de développement de nouveaux produits. Donc, on va chercher à faire aussi bien que le vivant, en termes de matériaux, en termes de production, de manière de produire ces matériaux, en termes de gestion de fin de vie, en termes de récupération d'énergie, et même dans les fonctionnements des écosystèmes, nos organisations en général. Alors pourquoi prendre le vivant comme modèle ? Tout simplement parce que le vivant a su trouver un mode de fonctionnement en fait performant qui, de surcroît, respecte les écosystèmes et la biodiversité. Ce qui est tout à fait pertinent, notamment de nos jours. Il faut savoir simplement que c'est une approche presque philosophique également, qui cette fois-ci n'est plus anthropocentrée. Donc voilà une grosse différence par rapport à d'autres approches d'éco-conception. Très bien, c'est extrêmement intéressant. On va essayer de voir un petit peu comment on l'applique dans le textile. Donc peut-être quelles sont les applications concrètes qu'on peut trouver dans l'industrie textile. Alors effectivement, l'approche bio-inspirée, notamment pour le textile, n'est pas nouvelle. On a un certain nombre d'exemples qu'on peut lister et reprendre un peu ensemble. Par exemple, un des plus faciles à identifier, c'est probablement le système de fermeture auto-agrippante qu'on appelle le velcro, qui s'inspire de la bardane, en l'occurrence, et qui permet donc avec des petits crochets de créer donc cet agrippage qui nous sert à refermer nos chaussures, par exemple, pour éviter les lacets. On a la superhydrophobie, en fait, qui est obtenue par la nanostructuration de surface qu'on retrouve sur les feuilles de lotus, en particulier, qui permet donc aux gouttes de s'écouler et de perler en fait en surface et donc de pas être absorbé, ce qui facilite en particulier le côté photosynthèse de la feuille de lotus. On a, par exemple, les tenues de natation qui avaient été développées, inspirées des peaux de requin, pour avoir une faible traînée hydrodynamique, qui avait été utilisée notamment par Michael Phelps en fait pour battre un certain nombre de records en fait avant d'être interdit. On a des filaments à base de protéines super résistants et biodégradables inspirés du fil d'araignée. C'est totalement d'actualité. Il y a des Allemands notamment qui ont développé de nouvelles structures. Il faut savoir que les premières imitations en fait de la nature, c'était notamment au siècle dernier les fibres de rayon viscose pour imiter le fil de soie. Aujourd'hui, il faut savoir que le fil d'araignée, c'est quand même un sacré modèle, puisque il y a une énorme propriété d'énergie de rupture 6 fois plus élevée que le Kevlar, par exemple. Elle a aussi des propriétés de supercontraction en présence d'humidité, de conductivité thermique, électrique, et en plus, c'est biocompatible. Sans compter le fait que c'est à la fin biodégradable, bien sûr. Il faut savoir aussi que l'araignée aussi a un sacré modèle par rapport à l'aspect technique de fabrication, puisqu'en fait ça combine à la fois des techniques de filage et de filature, c'est-à-dire que l'araignée elle est capable de produire 7 types de fils différents à partir de la combinaison de 3 glandes. Et en fait, en fonction du type de fil dont elle a besoin, pour sa toile, pour les cocons, pour la capture, elle va développer des fils différents. Voilà, donc et tout ça se fait à température ambiante. Dans des conditions évidemment qui nous rendraient jaloux.
C'est un sacré modèle. Voilà, bah oui, effectivement. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait partie de nos recherches. Alors, on a d'autres exemples, comme par exemple la coloration des textiles toujours par nanostructuration de surface plutôt que par pigment. On appelle ça l'iridescence. On va s'inspirer, par exemple, du papillon morpho ou d'un certain nombre de coléoptères, d'oiseaux, de coquillages. On a même une araignée pan que je vous invite à aller observer, qui est très surprenante, voilà, très petite, et en plus elle est iridescente. Et donc là, l'avantage, c'est que le principe, c'est qu'on va réfléchir et diffracter la lumière blanche en fait pour ne refléter que la couleur qui va donc rester, donc qui sera du bleu ou du vert ou d'autres couleurs. D'autres approches également d'actualité, c'est qu'on va utiliser la nature pour notamment la faculté des micro-organismes pour fabriquer des matériaux. Par exemple, les techniques liées au mycélium, qui est la partie racinaire des champignons, ou alors des celluloses obtenues par des bactéries. On va s'en servir pour développer des matériaux qui sont actuellement utilisés dans le domaine des accessoires de mode, notamment dans tout ce qui est matériaux cuir artificiels, etc. D'autres exemples un peu plus techniques, peut-être des textiles récupérateurs d'eau dans le désert. On va s'inspirer notamment du ténébrion du désert de Namibie, en fait, pour essayer de récupérer l'humidité contenue le matin dans la brume, pour pouvoir donc capter cette humidité et la concentrer pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc, dans une période où on va commencer à manquer d'eau, ça peut être très utile aussi. Puis un dernier exemple qui me vient à l'esprit, qui est peut-être anecdotique, mais bon, en même temps, c'est vraiment de la bio-inspiration. C'est les tenues de vol extrêmes qu'on appelle les wingsuits, qui sont en fait inspirées des écureuils volants ou des phalangers volants, en fait, pour permettre au sport de l'extrême de s'en servir comme pour dévaler les montagnes ou les grandes pentes. Voilà. Et il faut savoir aussi que au laboratoire, on travaille sur d'autres exemples, d'autres propriétés, comme par exemple des textiles fluorescents. On va utiliser des protéines biofluorescentes vertes inspirées de la méduse pour développer des textiles fluorescents. Donc là, évidemment, l'impact sur l'environnement à la fin est quand même très intéressant. On va développer des textiles qui changent de forme en présence d'humidité. On appelle ça des textiles responsifs hygromorphes. Voilà, qu'on va s'inspirer de la pomme de pin et de sa capacité à changer de forme. Et vous savez que la pomme de pin, en fait, qui est complètement à base de cellulose, en fait, elle va s'ouvrir quand il fait sec, et se refermer quand il fait humide, pour protéger notamment ses graines. Puis il y a un dernier petit exemple, mais tout à fait intéressant. Alors on est également dans le médical, on n'est pas dans l'habillement, mais il faut voir que voilà, les applications sont extrêmement larges. On a développé un ménisque artificiel qui est autorégénératif, en fait inspiré d'un vrai ménisque, pour pouvoir s'en servir pour réparer en fait le corps humain, et notamment au niveau du genou, et pour avoir des solutions moins invasives que ce que l'on utilise aujourd'hui. Donc voilà pour les quelques exemples. Ok, c'est assez fascinant de voir à quel point la nature a des choses à nous apprendre. Et alors, quels sont les avantages? Vous l'avez rapidement évoqué lors de cette précédente question, mais quels sont les avantages des procédés biomimétiques dans la construction d'une mode plus durable? Alors effectivement, je pense que les approches de bio-inspiration dans le textile vont largement dépasser la mode. Alors quand on parle de mode, évidemment, ça me fait penser, moi, aux collections que j'avais découvertes d'Alexander McQueen, qui s'inspirait des papillons et des insectes pour fabriquer une collection de vêtements. Donc c'est relativement fascinant, mais c'est peut-être pas l'approche qui nous intéresse nous pour développer des nouveaux matériaux pour le textile. C'est peut-être complémentaire, peut-être probablement, mais disons on pense juste à penser de nouvelles fonctionnalités ou développer des fonctionnalités qu'on pourrait déployer, comme par exemple faire des textiles qui nous protègent quand il fait chaud, quand il fait froid, protègent du feu, des bactéries, des virus, des chocs, etc. Et donc d'aller chercher des solutions dans la nature pour pouvoir justement répondre à ces grandes fonctionnalités. Et donc effectivement, l'idée c'est que par exemple pour la fabrication, on va utiliser un minimum de ressources naturelles pour préserver les limites planétaires. On va utiliser des ressources locales, disponibles, abondantes, éventuellement recyclées comme le fait la nature. La nature ne va pas chercher à des milliers de kilomètres en fait ces matières premières. Utiliser des solutions, par exemple comme la coloration structurelle plutôt que pigmentaire, pour éviter donc d'utiliser de
l'eau et de polluer l'eau en fait, d'avoir des problèmes pour l'eau, pour le recyclage de l'eau. On va utiliser plutôt des structures optimisées plutôt que maximisées en fait, c'est-à-dire répondre à des fonctions attendues avec le moins de matière possible. Les procédés de fabrication effectivement plus éco-efficients, donc avec des faibles énergies consommées. Je vais juste donner un exemple pour que ça parle à tout le monde, parce que c'est déjà des approches que l'on fait. Si on prend par exemple la fabrication d'une fibre de verre, bon, c'est pas très utilisé dans l'habillement, mais c'est pour juste montrer. On pourrait prendre d'autres exemples avec le filage par voie fondue. Mais dans la nature, la fibre de verre, la fibre de silice, elle est développée à température ambiante. Par exemple, on a des éponges de mer, en fait, comme la corbeille de Vénus, qui est une magnifique architecture de fibres de verre. Et en fait, au lieu de les fabriquer à 1000 degrés, en fait, c'est fabriqué à température ambiante, ce qui permet d'ajouter des additifs et d'avoir des propriétés, notamment optiques, très très intéressantes. On va transformer un minimum les matériaux, on va utiliser de la chimie douce, c'est-à-dire qu'on va utiliser des enzymes, des protéines, l'eau évidemment comme solvant. Voilà, et puis on n'a qu'une seule source d'énergie, c'est le solaire dans la nature. Voilà. Et après, au niveau des usages et des propriétés, oui, on va plutôt les obtenir, ces propriétés, à travers les nanostructurations de surface, plutôt que de faire des traitements chimiques classiques, par exemple pour rendre hydrophobe nos matériaux. Mais en fait, on peut aussi avoir d'autres propriétés visées par les nanostructurations, ou alors par des processus éco-efficients. Par exemple, si on veut apporter de la lumière dans nos textiles, on va plutôt utiliser de la chimie-luminescence, qui est une réaction entre une protéine et une enzyme, plutôt que d'utiliser de la fibre optique, des lasers, comme on pourrait l'envisager aujourd'hui. Voilà. Après, dans la nature, ce qui peut nous inspirer, c'est qu'on a des matériaux adaptatifs qui sont évolutifs, vivants, qui s'auto-réparent, par exemple. Et évidemment, les résultats sont moins impactants pour le vivant et aussi pour la santé humaine, par rapport aux solutions qui sont envisagées. Et en fin de vie, pour terminer, en fait, on a un nombre de composants qui est relativement limité, donc c'est beaucoup plus facile à recycler que la majorité des matériaux que l'on développe aujourd'hui. Dans la nature, on n'a pas, comme je dis à mes filles, on n'a pas un petit renard qui parcourt la forêt pour récupérer avec sa poubelle tous les déchets qu'on aura produits. Voilà. C'est sûr, c'est une jolie image, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand public, en tout cas, on parle beaucoup plus d'éco-conception, on parle peu du biomimétisme. Donc peut-être que ça peut être intéressant de montrer ce qu'apporte concrètement de plus le biomimétisme face à l'éco-conception. Tout à fait. Alors, effectivement, dans les deux cas, on va viser à réduire l'impact sur l'environnement, spécifiquement. Alors peut-être que pour la seconde, on va ajouter des critères qui sont notamment liés au respect du vivant et des écosystèmes et à la santé de manière peut-être plus évidente qu'on le fait aujourd'hui dans l'éco-conception. Autre chose, c'est que en général pour la première, on va se baser sur des transferts de solutions techniques déjà existantes, comme je l'ai expliqué précédemment, alors que dans la seconde, on va plutôt chercher à utiliser des solutions éprouvées par la nature. Alors, je propose de donner un exemple d'actualité, en l'occurrence, sur lesquels on travaille, on y réfléchit actuellement au laboratoire. Si demain je dois concevoir un vêtement d'extérieur qui me permet de supporter les canicules, les chaleurs extrêmes. Voilà. Donc si je prends une approche d'éco-conception ou des approches, on va dire existantes, qu'on peut voir, qui ont été élaborées. On peut avoir comme premier exemple un textile multicouche avec à l'intérieur notamment un système de circulation d'eau réfrigérée ou d'air avec des micro-ventilateurs, des batteries embarquées, des textiles régulateurs d'énergie solaire. Bon voilà, c'est le genre d'approche qu'on peut envisager. Une autre solution, ça peut être peut-être un peu plus simple cette fois-ci, un textile également multicouche en synthétique avec au centre en fait un matériau qui va pouvoir absorber l'eau en grande quantité, puis la retenir en utilisant notamment des super absorbants de type polyacrylate de sodium. Voilà, donc ensuite on va tremper le textile dans de l'eau, puis ensuite on va pouvoir, avant de l'utiliser. Voilà. Alors si on s'intéresse aux solutions de la nature, on n'a pas tout à fait les mêmes approches. Je vais donner deux exemples, évidemment, je pourrais en donner d'autres. Par exemple, si on s'intéresse à la termitière en fait, qui est souvent pris en exemple dans le domaine du bâtiment, elle fonctionne sur le principe de convection forcée d'air à l'intérieur qui permet de garder la température entre 15 et 20 degrés, alors qu'à l'extérieur, on peut monter jusqu'à 40, 50 degrés, par le système de circulation d'air, effectivement, à l'intérieur. C'est un peu utilisé, ce principe de convection forcée, par notamment les robes de bédouins qui sont utilisées dans le désert. Une autre idée très complémentaire, c'est, par exemple, vous prenez la fourmi argentée du désert.
elle est active en plein soleil, et donc elle a des températures équivalentes à celles que j'ai citées, 40-50 degrés. Et en fait, pour se protéger des rayonnements solaires, en fait, elle a des poils en surface sur certaines zones supérieures de son corps, la tête et le corps. C'est des super microfibres en fait, avec une géométrie, donc c'est triangulaire avec une nanostructuration qui permet de renvoyer, de refléter le rayonnement solaire en fait. Donc comme un écran, comme une espèce de miroir pour se protéger de la chaleur. Voilà. Donc en fait, si on se penche dans les solutions de la nature, on s'aperçoit qu'il y a des solutions qui sont très efficaces et qui sont aussi plus simples et très vite moins impactantes pour l'environnement et pour la santé. C'est assez fascinant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin en tout cas moi de mon point de vue, qui suis pas dans de la recherche, qui travaille pas sur ce sujet, où est-ce qu'on en est dans la pratique ? Parce que comme je disais, c'est vrai qu'on en entend moins parler que d'autres façons d'approcher la mode responsable. Donc là, on a évoqué plein de potentielles applications, mais dans la pratique, où est-ce qu'on en est dans le textile notamment ? Alors, dans la pratique, évidemment, rien n'est moins immédiatement disponible. Ça nous oblige. Alors, depuis pas mal d'années, en fait, on a des nouveaux moyens pour comprendre les modèles biologiques, pour essayer de découvrir comment ils fonctionnent, et ensuite pour pouvoir s'en inspirer et le transférer vers nos matériaux, notamment nos matériaux textiles. Alors, ça demande du temps, ça demande évidemment qu'on puisse investir en recherche dans ces domaines pour se faire à la fois une bibliothèque en fait de matériaux et de solutions techniques nouvelles. Et ça forcément, c'est pas des choses qui sont directement disponibles. Ça nous oblige, nous en tant que chercheurs, en fait, d'approfondir nos connaissances et de travailler sur ces sujets. Alors la difficulté, c'est que ce sont des activités multidisciplinaires. Il faut qu'on puisse travailler avec des chimistes, des mécaniciens, des physiciens, des biologistes, et tout ça, ou des microbiologistes en particulier si on travaille des bactéries, etc. Et ça, c'est pas forcément dans un mode de fonctionnement pour lequel on a l'habitude sur lesquels on a l'habitude de se reposer. Dans le monde universitaire, on est plutôt en silo. On fonctionne chacun dans notre discipline, dans nos spécialités. Donc voilà, il faut qu'on revoie ce mode de fonctionnement. Il faut qu'on continue d'expliquer aussi ce que peut apporter le biomimétisme par rapport aux approches classiques, puisqu'en fait, c'est un changement de paradigme par rapport à ce qu'on enseigne à nos ingénieurs sur ce qu'est le côté moderne de nos innovations, plutôt que de partir sur des innovations où on a des fibres exotiques, spéciales, etc., et des solutions très techniques, très complexes. Il faut peut-être des solutions en fait performantes, mais plus éco-efficientes et tout aussi complexes, mais plus simples en termes de gestion de fin de vie. Et puis voilà. Et ça, c'est pas forcément quelque chose auquel on est habitué. Voilà. Je pense qu'on a besoin de travailler aussi en multi-échelle. C'est-à-dire que les solutions que l'on va trouver pour répondre à des nouvelles fonctionnalités ne se feront pas en développant un polymère, une fibre, un textile, un vêtement. Il faut qu'on puisse travailler tous ensemble, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à nos ingénieurs, mais qui est pas forcément transféré dans le monde de la recherche, en l'occurrence. Et pourtant, je pense que des solutions passeront par cette approche également. Après, il faut qu'on puisse également se réconcilier avec le vivant pour avec un peu d'humilité. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une solution comme la pomme de pin qui paraît hyper simple que c'est pas intéressant. Et ça, c'est vrai que dans le monde de la science, on a un petit peu de mal à s'émerveiller de choses qui nous paraissent simples et qui, en définitive, sont extrêmement complexes à imiter, mais qui nous rendent service en fin de vie quand on s'intéresse à leur impact, évidemment, sur l'environnement, et qui sont tout aussi passionnants à développer. Effectivement, je pense que ça fait partie des clés pour le développement pour le futur dans cette thématique. Par contre, pour conclure, voilà, ça redonne clairement du sens à nos métiers de chercheurs et ça génère une vraie motivation
auprès des chercheurs, mais aussi auprès des entreprises avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger. Mais je pense qu'il faut se mettre en marche et il faut s'organiser peut-être encore un peu différemment. Et puis même de façon plus générale, c'est notre regard porté sur la biodiversité et le vivant, quoi. Même si, voilà, vous parliez des chercheurs, mais peut-être même plus largement dans la société, d'avoir une approche encore plus tournée vers la biodiversité et le vivant, quoi. Exactement. Je pense qu'on commence seulement aujourd'hui à prendre conscience de l'importance de garder cette biodiversité. Moi, ça fait 8 ans que je travaille sur la bio-inspiration. Évidemment, j'avais pris un peu d'avance sur cette approche, mais on voit bien que les freins viennent aussi de là. Oui, c'est tout à fait vrai. Tout à fait. Très bien. À quelle échelle de temps on peut espérer voir une application plus large du biomimétisme dans le textile? À quel moment on peut espérer voir ces freins levés? Parce que c'est assez intéressant de s'inspirer de la nature pour protéger le vivant, la biodiversité, l'environnement. Donc, est-ce qu'on peut espérer se dire que d'ici quelques années, dans un futur proche, on pourra avoir plus d'applications à plus large échelle du biomimétisme dans le textile? En fait, je pense que il y aura probablement des solutions qui seront développées à court terme, à moyen terme et à long terme. Tout dépend si c'est des solutions. Tout dépend des fonctionnalités qu'on recherche. C'est sûr que si on veut trouver des solutions pour lutter contre la chaleur, pour lutter contre le rayonnement solaire, ça on peut trouver des solutions assez rapidement. Je pense qu'en quelques années, on peut développer des nouvelles fibres ou des nouvelles matières. Par contre, si on veut une nouvelle solution, par exemple pour développer des sièges automobiles qui permettent de lutter contre la canicule, ça va demander un petit peu plus de temps parce que on va devoir revoir la conception des véhicules, des sièges et travailler sur comment caractériser les performances du siège en fait avec une nouvelle approche. Donc forcément, ça demande beaucoup plus de temps. Donc je pense qu'il peut y avoir des développements à plusieurs échelles de temps qui pourront être faites. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions sur le biomimétisme et de nous avoir un peu éclairé, un peu plus en détail sur cette notion qui semble assez essentielle aujourd'hui. Avec merci plaisir, beaucoup. J'espère que ça donnera l'envie de creuser un peu cette approche et de s'en inspirer pour le futur. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à la région Hauts-de-France pour son soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. J'espère que ce podcast vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la page de la chaire Tex & Care sur LinkedIn pour suivre les actualités de la mode circulaire. À bientôt.